Bonjour, bonsoir. On commence un nouveau cours de la pharmacologie qui va s'intéresser à la vie d'un médicament. Donc, que veut dire la vie d'un médicament? Vous vous rappelez tous qu'un médicament, afin qu'il obtienne l'autorisation de mise sur le marché, il passe par plusieurs étapes. On les divisait en deux grandes parties. Qui peut me les rappeler? R et D. Ça veut dire quoi? Recherche et Re- re- développement. Recherche Très bien, la et recherche et le développement, oui. développement. Donc on commençait par la première étape, la recherche. Et ensuite, après avoir confirmé quel médicament candidat, optimisation et autres, on fait le développement. Donc, quelle était la différence principale? Le développement, c'était principalement quoi? Et se constituait par quoi? C'était ديفلوبي واحد L'optimisation ou là, نوفا الrecherche, كلين داكشي اللي الrecherche, قلتي لي الrecherche, 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 هي هذيك الrecherche. حنا كنهضر على الديفلوبمون. الديفلوبمون c'est une autre étape. لا من développement بعد ما حيت الريشيرش حيت اييه. الريشيرش هي كتكون انت غادي بموفير وغادي كتصغر مثلا 100 كترجعوا Très bien. مع 10 On ديال avait, الكونديدا au début de la recherche, on trouvait toutes les molécules qui avaient le principe actif recherché et on les optimisait. Le criblage primaire, criblage secondaire, ah, etc. Et on obtenait les candidats médicaments, 10 candidats médicaments par exemple. Et ces 10 candidats médicaments, qu'est-ce qu'on les faisait ensuite? Ils subissaient quoi? Optimisation. هي ديك سميتو لا راه سالينا l'optimisation, سالينا الكريبلاج. شنو غندير لهم دابا؟ كنديروا لي زيسي Les كلينيك études les- pharmacostatiques les- ou pharmacodynamiques. واش محمد صبر بعدا نجاوب محمد اسكو محمد واش كنمشيو نيشان لي essais cliniques on va essayer directement sur les êtres vivants sur les humains les, non qu'est-ce qu'il y a avant les essais in vivo in vitro là les animaux les animaux c'est les essais précliniques c'est les essais précliniques. précliniques donc nous avons d'abord la recherche elle englobe les recherches comme je in silico in omique in vitro pour étudier la molécule et l'optimiser le criblage et ensuite on faisait les essais précliniques la préclinique fait partie de la recherche et à la fin des essais précliniques on passait aux essais sur les hommes les essais cliniques et les essais cliniques vous vous rappelez très bien 4 stades et on obtenait l'autorisation de mise sur le marché quand من ورا 3 après la fin du troisième stade très bien À la fin du troisième. après la fin du troisième stade. Très bien. Donc, هذه la vie d'un médicament qu'on avait déjà vu dans la médecine expérimentale. Donc, ce cours, principalement, il va réitérer ces informations et nous ajouter quelque chose de plus. Donc, les objectifs, connaître les origines d'un médicament, comment on peut les obtenir, soit par les connaissances chimiques, les connaissances biologiques, soit par les ordinateurs, les étapes de développement d'un nouveau médicament, les compositions du dossier AMM, fixation de prix, comment on obtient le prix d'un médicament, le remboursement. On se base sur quoi pour donner un pourcentage de remboursement et le devenir après l'AMM. On parle autrement dit de la pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de comprendre la vie d'un médicament et ainsi dégager le rôle et la place du médecin ou le pharmacien dans ce processus. Donc voici un schéma qui résume ce qu'on avait déjà vu. Nous avions d'abord la vie d'un médicament, recherche, on cherchait les individus, etc. Et le développement, où nous avions les essais. Surtout, bon, connaître les propriétés, études précliniques. Bon, Hena, elle fait partie du développement. Et le produit testé chez l'homme. Les études, comme vous vous rappelez, phase 1, stade 2, 3. Et après le troisième, on obtenait l'autorisation de mise sur le marché. Vous vous rappelez d'une notion ADME? Qui peut me rappeler l'ADME? Je ne sais pas. اي شيء في نسيت هذا ياسين هو اللي كان قالها لينا هو اللي كان قالها انا ما كنتش عارف شنو هي ADME le profil ADME bon le profil ADME ce sont les caractéristiques pharmacodynamiques et cinétiques du médicament il subit l'absorption ou la distribution au niveau du corps humain ADME Métabolique ou l'élimination. métabolisme et élimination très bien donc le profil ADME on cherchait à trouver les médicaments avec le meilleur profil possible avant de commencer le développement, avant de commencer les essais cliniques. Donc, à les phases de la vie d'un médicament. Et après, نعم هاد الدي او كانت في الفارماكوسينيتيك لا كانت هي la cause la plus fréquente de rejet ديال un médicament ديال البروفي حيت كان un profil ADME La mauvais pharmacocinétique. la pharmacocinétique اي في الفارماكوسينيتيك voilà
Et ensuite, après l'AMM et la commercialisation est suivie, donc on parle de pharmacovigilance. Le cas où il y a la réapparition, par exemple, d'une nouvelle atteinte rare, on enlève le médicament du marché. Donc voici un schéma qui résume tout. C'est une maquette qui montre la vie d'un médicament. Au début, pourquoi on va chercher un nouveau médicament? Parce qu'on a un besoin médical. S'il y a une nouvelle pathologie, donc on a besoin d'être capable de la traiter. Par exemple, le cancer. Bon, là, le cancer, ce n'est pas une nouvelle pathologie, mais quand même. Le cancer, c'est une pathologie très fréquente, très distribuée. Mais je dis très fréquente, mais quand même qui existe. Et c'est pour cela il existe beaucoup de recherches en ce qui concerne cette maladie. Donc d'abord, nous avons besoin d'une maladie, un besoin médical qui pousse à chercher un traitement contre cette dernière. Et après la recherche, on fait recours aux ordinateurs, aux tests in vitro, in silico, ensuite les essais précliniques pour déterminer la dose maximale tolérée. Vous connaissez tous ces termes qu'on avait déjà vus en médecine expérimentale. Et ensuite, on passait aux essais cliniques. Les essais cliniques avec leurs 3 stades, 1, 2 et 3. Après le troisième, on obtenait l'AMM. Et l'AMM, ça y est, il devient disponible d'une manière très répandue parce qu'on a une fabrication industrielle, les usines. Les usines qui doivent beaucoup de médicaments pour les distribuer. Donc les sources d'un médicament, il y a plusieurs sources, comme on l'a dit, soit naturelles, par les plantes, par les micro-organismes, les animaux, les marins, la biochimie, ou bien synthétique, si on trouve une nouvelle molécule, soit synthétique, synthèse chimique, ou bien synthèse combinatoire, ou bien même virtuelle, avec les nouvelles méthodes de l'AI et de l'informatique et tout, nous sommes capables mais chez nous, mais les laboratoires pharmaceutiques sont capables de créer de nouvelles molécules qui peuvent être capables d'interagir avec le corps humain à visée thérapeutique, pour traiter, soit pour éviter la prophylaxie, etc., d'une certaine maladie. Donc la conception d'un médicament, le développement d'un médicament, on a besoin, Nam Mohamed, فيرسيون ما عندكش virtuel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit, nouvelle, virtuelle, et qui n'existe pas. Nam? كده Nam? كتخيلها ما كايناش كتخيلها في البيسي اللي كتخيلها ماشي انت البيسي كيستعمل لي كونيسونس ديال لو موند اونتيي حيت البيسي c'est une base de données qui regroupe tout et il est capable de trouver de nouvelles molécules, de les créer. C'est la conception virtuelle. Elle est assistée par ordinateur كما تشوف, surtout par l'AI, surtout avec le développement de l'AI, ChatGPT et l'intelligence artificielle اللي vraiment elle est en tendance ascendante بحال الموتور ديال هو ان سيليكو ولا هو ان سيليكو. دونك هذه فيرتوال دونك ما كايناش كاع في الواقع, on ne la synthétise pas, c'est juste l'ordinateur qui prédit les interactions, qui prédit la molécule comment elle va agir parce qu'elle connaît les lois de la physique, la biologie, la physiopathologie et tout. Donc il imagine une situation au sein de l'ordinateur, comment le médicament va agir et il va nous donner des résultats. C'est bon, فهمتي يا محمد? Très bien. Donc le développement du médicament, on a d'abord nos connaissances physiopathologiques, on a une cible déterminée, une pathologie qu'on cible, et on va commencer à imaginer des molécules. Soit activité thérapeutique empirique, on remarque tous les médicaments, comment ils agissent, et on réévalue la synthèse de nouveaux produits. C'est une méthode de développement d'un nouveau médicament, par exemple le digoxine. On a déjà vu un ensemble de médicaments, comment ils agissent, et on les optimise en quelque sorte. Et on va trouver un nouveau médicament. Ou bien, si nous avons une pathologie bien connue, on a une cible qu'on connaît, déterminée, on va essayer de trouver des molécules chimiques qui agissent contre cette cible. L'inhibiteur de l'enzyme de conversion, par exemple, les angiotensines, vous vous rappelez. Ainsi, et la même chose ici, cible issue de la biologie, par exemple un récepteur, les agonistes bêta 3, donc les agonistes, antagonistes, etc. Dans le cas par exemple des individus hypertendus, on peut donner les bêta 2 bloquants, les bêta bloquants, les antagonistes, pour causer une vasodilatation et diminuer la tension, n'est-ce pas? Donc le développement des médicaments et sa conception, elle se base sur plusieurs choses. C'est pour ça une connaissance fondamentale vient avant tout
afin d'être capable d'obtenir un médicament efficace et qui peut interagir avec la cible voulue, la cible désirée. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'une compréhension de la physiopathologie, du mode d'action, etc. ياسين نعم. دوك هاد لي ريسبتور هادو اللي ديال لي سيبل ايزو ديال البيولوجي موليكولار مهم. واش بحال دابا هادوك لي ريسبتور كيكونوا في لا سيبل حيت l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, il se fixe spécifiquement à un récepteur bien donné. دونك دوك لي ريسبتور الا كانوا ناقصين وانت درتي لانجيكسيون ديال ان موليكول Mhm. يقدر ما يكونش افيكاس Le médicament sera inefficace كما قلت لي حيت le récepteur ما كاينش. Si le médicament il a un récepteur bien spécifique et le récepteur n'existe pas, le médicament ne pourra pas agir. Il va être tout simplement éliminé par le rein ou le foie ou ça va يمشي بحاله sans aucun effet notable. Voilà, donc c'est une bonne réflexion. كما قلتي un médicament il peut agir directement. نفس الحاجه بحال l'inhibiteur à pompe à proton. تخيل عندك un cancer. راه هادشي اللي كيوقع في الكونسير. Le syndrome Zollinger-Ellison. C'est un cancer qui est résistant aux IPP. Pourquoi? Parce qu'avec le cancer, il ne répond plus aux récepteurs. C'est un bon exemple اللي قلتي دابا احمد وهو l'exemple المثالي le cancer اللي كيعطينا syndrome de Zollinger-Ellison. Vous vous rappelez de ça? قريناها يمكن قريتوها. مي بون هادشي اللي كاين دونك قرينا تري بيان محمد انت الله يعاونك ما برادر فوالا دونك هادشي ضروري اخويا ضروري في donc كما قلتي si le récepteur il disparaît donc le traitement il deviendra inefficace. Donc la recherche elle se base sur la maladie, la connaissance de la maladie et la connaissance du médicament, comment il fonctionne. Donc comment détermine-t-on dans quel domaine mener les activités de recherche et développement? Bien sûr, la première chose, c'est qu'on a on a un besoin, une nouvelle maladie qui fait ravage. Rappelez-vous que au niveau de la médecine, nous avons une orientation économique. On ne peut pas dépenser beaucoup d'argent dans le domaine médical. C'est pour cela, on ne va pas s'amuser à créer des médicaments, à chercher des médicaments pour une maladie rare, qui touche 1 sur 1 milliard de personnes. Parce que vous vous rappelez, la recherche et développement d'un nouveau médicament, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Vous vous rappelez les chiffres qu'on nous a donnés l'année dernière? Aux environs de 10 milliards de dollars. Donc on ne peut pas s'amuser à faire cela. Donc c'est pour ça qu'on a besoin on doit avoir un besoin médical qui nous pousse afin d'être capable d'avoir un bénéfice. نعم محمد. حيت كنا قلنا كل ما خديتي لي موليكول بزاف راه راك تخسر الفلوس للدوله. فوالا الدولة وفوالا هذيك الدولة الفلوس ديال الدولة ايماجين اذا كنتي تقدر تحطها في التعليم تخلص الاساتذه حسن ولا الوسائل توفرها للشعب دونك تماك هذيك فلوس ما يمكنش تخسرها غير هكاك خاص يكون عندك ان جوستيفيكاتيف في الدومين ميديكال سي بور سا faut faire attention donc on a la première chose c'est un besoin donc besoin médical c'est la motivation principale soit un besoin médical élevé comme les atteintes fréquentes بحال l'obésité la démence l'arthrose راه كلشي كتجي vous devez vous dire qu'on réfère à l'arthrose comme le cheveu blanc des articulations. Le cheveu blanc شيب واش حنا كاملين غنشيبوا اذا شرفنا ان شاء الله ماشي كاملين غير الاغلبيه ديالنا غيشيبوا نعم ام لا نعم donc on fait référence à l'arthrose comme le cheveu blanc ça veut dire que c'est une atteinte très très fréquente donc voilà et en fonction de la fréquence comme la maladie vasculaire périphérique l'incontinence urinaire vaccin contre sida mais qu'est-ce que dire vaccin contre sida bon prophylaxie de l'AVC les cancers donc ce sont des atteintes fréquentes ce sont les besoins hauts on les distingue les besoins bas بحال مثلا maladie de Gaucher c'est une maladie rare donc on peut pas vraiment s'amuser à faire autre chose comme syndrome du côlon irritable donc des syndromes du côlon irritable vous vous rappelez c'était un diagnostic d'élimination où on ne connaissait pas vraiment la cause du syndrome idiopathique très bien donc on peut pas s'amuser à créer des médicaments à perdre de l'argent à perdre de l'argent à investir de l'argent sur ces maladies comme ça on va préférer les maladies à haut besoin donc qu'il y ait un ordre donc recherche et développement comme on a dit l'étape la recherche fondamentale la durée elle est indéterminée ça dépend est-ce qu'on a le besoin il est qu'un minime ça dépend de l'équipe du laboratoire est-ce que la recherche elle trouve rapidement des molécules et des وسائل
Si le laboratoire il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas, ça veut dire que ça va ralentir la durée de la recherche fondamentale. Et que le rôle dominant, c'est le secteur public. Ensuite, nous avons la découverte et la recherche préclinique. Donc, on a ce sont les essais. شنو بروموتور مساعد Médicaments promoteurs. Promoteur, qu'est-ce qui facilite les étapes? Qu'est-ce qui augmente مثلا qu'est-ce qui est promoteur? Promotion. اللي كيطلعها كيهز منها. Je ne sais pas, ما كاينش زعما ما عنديش un synonyme بالضبط اللي que je peux utiliser dans ce cas, mais le promoteur c'est quelque chose qui va faciliter ou bien accélérer les étapes. Par exemple, le même exemple lors du Covid. Normalement, un vaccin, pour être créé, ça prend 5 ans. Vous vous rappelez de ça, quand on a cette immunologie. Mais pour Covid, ça a pris 1 an. Ou bien 6 mois même. 6 mois, ça y est, les vaccins ont commencé à être distribués. Parce qu'il y avait des agents promoteurs. Il y avait un besoin, mais l'ordre, l'ordre. C'est pour cela que beaucoup de pays ont commencé à investir une très grosse somme d'argent. Ce qui a accéléré les phénomènes. Donc il y a un agent promoteur. La découverte clinique, la durée normale, entre 3 à 6 ans. Essai clinique, 6 à 7 ans. Examen réglementaire, donc l'administration, c'est 0,5 à 2 ans. Donc ça dépend. Donc en général, la durée, c'est 20 ans pour la synthèse d'un nouveau médicament. Comme vous vous rappelez, on passe de plusieurs molécules découvertes à l'optimisation, 250 molécules testées chez l'animal, 5 molécules qu'on teste chez l'homme et une seule qui va obtenir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc vous vous rappelez de ça. Donc on passe par plusieurs étapes et on commence, la première étape de recherche, on essaye de découvrir toutes les molécules possibles qui peuvent être utiles et on les optimise. Le criblage secondaire, le criblage primaire, secondaire, les tests et ensuite la préclinique, la clinique et au final obtenir un médicament efficace qui a le moins de risques possible et qui a le meilleur effet possible qui va obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Bien sûr, c'est un processus lent et coûteux. Mais comme on l'a dit, ça prend 20 ans et ça prend beaucoup d'argent. Donc on ne peut pas nous amuser à chercher un médicament pour toutes les pathologies qui existent. Donc il y a un ordre à suivre et des facteurs promoteurs. Donc voilà, la chronologie rappelle, comme vous le savez, recherche, qui m'a dit comme Mohamed Qabeila, qu'il y a 10 000 molécules au début par la recherche, mais après criblage, optimisation, le nombre de médicaments candidats, il diminue. Jusqu'à un seul médicament approuvé qui va obtenir le AMM. Donc voilà, la recherche et développement. La recherche, on peut soit par hasard. Bon, on va pas vraiment avoir recours au hasard, c'est de la folie. Mais tout de même, par hasard, on peut découvrir une nouvelle molécule qui est utile. On peut faire le screening, on peut faire la recherche in silico, on peut faire la modélisation informatisée, ou bien la biotechnologie. Toutes ces méthodes sont, hasard. Toutes ces méthodes sont capables d'extraire de nouvelles molécules et de les trouver qui ont une visée thérapeutique. Donc ça peut être une source pour trouver des médicaments. Et ensuite le développement, c'est l'étape pharmaceutique, l'étape préclinique, l'étape clinique et le développement commercial. Donc on divise la vie d'un médicament en deux, la recherche et le développement. Les nouvelles approches, comme on a dit, l'ordinateur, la bioinformation, le drug design, la modélisation in silico et les banques de données. Ce sont les nouvelles méthodes, tendances qui sont utilisées par les laboratoires et les industries pharmaceutiques pour trouver les nouveaux médicaments. Parce que dites-vous qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc comment on trouvait les molécules chimiques? C'était par les ingénieurs en chimie qui connaissaient la chimie des choses. Donc ils savaient, par exemple, la molécule elle a un principe actif. Donc il y a l'ancienne méthode pour trouver les molécules actives. Mais maintenant nous avons des ordinateurs qui peuvent nous trouver toutes les molécules possibles. L'ordinateur il contient toute l'information nécessaire. Comme vous le remarquez, le drug design using la structure 3D, etc. Oui. هذيك ازار راه قريناها باش كنحيدو داك لو بي ما عقلتش. لا هذيك au hasard c'est lors du développement ولكن هنا كيقول لك la recherche par hasard كتلقى un nouveau médicament. Mais في الديفلوبمون في l'étape clinique les essais cliniques كدير التيراج au sort ولا ما عرفت شنو
اللي غياخدو باغ هي اللي كانت هنايا، ولكن هذه اللي كاينه في ازار ريشيرش سي اون تروف ان نوفو ميديكامون باغ ازار، ما غنعتمدوش عليها ديال بصح. انت كدوي عليك دابا خديتي كتاخذ الناس او ازار وكتفرق عليهم بزاف ميديكامون. ديال الدوايات بلاصه ما اها بلاصه ما دير لهم لي زاد هز باغازار. بون هذه صراحه انا جو سي با ما عرفت هادشي اللي فهمت انا. المهم باش ترجع نرجع واخا. ماشي عرفتي يا صاحبي يبقى فيا الحال فارماكولوجي ما كانش عندنا لوبورتونيتي نحضروا لها في لونفي. كانت شي فريمون تري انتريسون مع الاستاذ، راه كيقول الاستاذه واعره وداكشي كترجع لو كور تري انتراكتيف وداكشي كامل. الا كان جا تشوف ديفيزيون. المهم maintenant nous allons utiliser in silico, ça veut dire dans l'ordinateur qui commence à conceptualiser les nouvelles molécules. Donc ensuite les bibliothèques de composés variés qui trouvent 100 000 par exemple molécules candidats qui vont subir le criblage primaire, optimisation des têtes de série. On passe de hit au lead, vous vous rappelez. Ensuite les études de sécurité, ensuite les essais précliniques, les essais cliniques pour avoir les médicaments candidats qui vont ensuite avoir un seul médicament qui obtient l'AMM. Vous vous rappelez de tout ça, plus ou moins. Donc recherche, elle est très complexe bien sûr, et complémentarité des études. C'est pour ça qu'on fait tout à la fois. On a recours aux méthodes in silico, in vivo, in vitro pour nous aider à recueillir le maximum d'informations possibles concernant ces médicaments, pour être capable pour nous renseigner sur le profil ADME. Voilà, voici une vidéo normalement qui nous montre l'ordinateur maintenant qu'on utilise pour extraire ces informations. Mais la vidéo, elle est inaccessible. Tu vois, elle n'existe plus. Mais voilà, c'est ce que ça devrait montrer. L'ordinateur commence à aider dans... C'est vraiment l'une des découvertes, l'une des inventions qui accélère le plus la recherche humaine. Parce que l'ordinateur, il dépasse dès que la barrière humaine, la connaissance limitée. Maintenant, l'ordinateur est capable de stocker une quantité infinie d'informations. Donc, à partir de cette quantité infinie d'informations, il peut les regrouper et les manipuler comme il veut. Ensuite, la vectorisation des médicaments. Certains médicaments ont un vecteur qui va le guider où on veut. Si un médicament classique il a été injecté, il va circuler n'importe comment. Mais si un médicament il est ajouté avec un vecteur, il va aller directement au niveau de la cible et il ne va pas vraiment circuler où il veut. C'est comme la scintigraphie. Les radiopharmaceutiques, on parle de radiopharmaceutiques, ce sont les radiotraceurs. Molécule vectrice. Une molécule vectrice, très bien. L'iode avec un marqueur radioactif, très bien. Donc les substances vectrices, c'est elle qui va porter le médicament et le guider où on veut. Donc c'est une méthodologie pour diminuer par exemple l'effet négatif d'un médicament, pour qu'il ne circule pas au niveau de tous les organes, il aille où on veut. Par exemple un médicament contre la thyroïde, on aura un vecteur comme l'iode, parce que l'iode elle va être captée par le thyroïde. Les thérapies ciblées, voilà, comme l'immunothérapie, cette fois on commence à utiliser des antigènes spécifiques qui vont être ciblés dans des organes bien connus, bien définis, vers une médecine de précision. Voilà, l'immunothérapie, très très importante parce que maintenant nous avons de nouveaux moyens, comme on l'a dit. C'est pour cela les médicaments qui sortent de nos jours, ils sont très efficaces avec des effets néfastes minimes. Le cours des essais cliniques, bon, on a l'étape, donc les essais cliniques, il y a 4 étapes. L'étape 1, est-ce que vous vous rappelez de chaque étape quel type d'individus ont testé? خلال الفاز الاولى كنديروا لي باسيون سان لي فولونتير سان Les volontaires sains ne présentant ولا شي واحد مريض ما لقيناش شي très bien. Donc le stade 1, sabro drari. Donc stade 1, comme vous aviez dit, on avait recours aux volontaires sains ou bien les malades qui ont épuisé l'arsenal pharmaceutique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre médicament efficace contre leur maladie. Très bien. Stade 2. On utilisait quel type d'individu?
Les patients, les patients, دي مالادي قراب لا مالادي اللي باغا les patients qui présentent seulement la maladie اللي بغينا نداويوها. مرض Seulement. غادي بوحدهم Le stade 3. ما عندهمش شي حاجه اخرى. Stade 3. لي سوجي اريس Très bien. Le même stade avancé de la maladie, les sujets à risque. Par exemple, les diabétiques, les hypertendus et autres, les maladies générales. Et ensuite le stade 4. Le stade 4 هو بنادم كامل. نعم أحمد. علاش ما كنقولوش استاد افونسي كنقولوا اريسك زعما ماشي بحال لا دابا أحمد قول لي ان stade avancé ديال لا مالادي شنو بغيتي تعني بها؟ باغ اكزومبل الكونسير اذا قلت لك stade avancé شنو كنعني؟ زعما يقدر توقع ليه ميتاستاز دونك وقعت لي ميتاستاز هذا هو stade avancé ça veut dire que la maladie a évolué mais اذا قلت لك ان individu à risque بحال واحد خونا hypertendu à risque ça veut dire que اذا جاتو une maladie cérébrale un AVC هو déjà hypertendu la maladie غتكون encore pire عليه هو زعما كاينه يقدر يموت les facteurs de risque دابا علاش tabagique chronique et autres زيرو محمد هاد حاول الميديكامون كنشوفوا هاد الستاد الثالث كنعطيو شي واحد اللي دابا الثاني هو شي واحد مريض بهذاك المرض اللي بغينا حنا نداويوه فهمتي وما فيهش عنده شي مرض اخر راه هو فوالا حتى شي حاجه باش يسمح لي قاطعك محمد واحد اللحظه اسمح لي قاطعك si vous vous rappelez le stade 2 la définition de l'eau c'était le premier essai thérapeutique c'était le premier essai thérapeutique vous vous rappelez donc ça fait référence que هنا دابا ديال بصح ولينا كنجمعوا بنادم اللي عنده هذاك المرض وكنجربوا واش كيداويه ديال بصح يلا ستاد 3 كمل محمد وديك الثالث احمد راه كيكون شي واحد مريض بشي مرض بحال مثلا عنده اش كيقول لك ريسك حيت كيكون مثلا هو ايبرتوندو ولا عطيناه شي ميديكامون حنا ما عارفين ممكن يعطي زيفي سيكوندير واقع فهمتي يزيد ياثر عليه فاش كنعطيو كنجربوا فيه حيت ممكن حنا ما عارفين هذاك الميديكامون اللي مثلا هاد خونا مريض بهذا المرض حنا بغينا نعطيو هاد الميديكامون اللي غيداويو على داك المرض هو ديجا ايبرتوندو ممكن يزيد اغرافي ديك ليبرتونسيون ويطرا لي مشاكل دونك هنا ولينا كنشيرشيو les interactions médicamenteuses avec les autres maladies voilà. Ensuite, après le stade 3, l'étape administrative, on enregistre les médicaments, on lui donne un code, on lui donne une nomenclature bien correcte et une fixation de prix et le taux de remboursement. Par exemple, certains médicaments sont couverts par le mutuel, par l'AMO, avec un taux de 70%, alors que d'autres sont 40%. Pourquoi qu'il y a de la différence? Il existe une logique derrière cette différence, derrière ces pourcentages. Donc d'abord l'étape administrative, le dossier AMM, l'autorisation de mise de marché. Donc on a le dossier pharmaceutique, pharmacotoxicologique, dossier clinique et le classiquement. Donc ici on regroupe les informations du médicament pour être capable de le codifier, ainsi que le plan de pharmacovigilance. Donc quelle est la stratégie pour être capable de gérer les retombées du médicament dans le cas où nous sommes dans le stade 4. Parce que vous connaissez très bien que l'AMM, pour être capable de la donner, ça veut dire que Sherika pharmaceutique qui a créé ce médicament a une stratégie bien définie. Dans le cas où nous avons une retombée, elle est capable de la traiter ou bien de limiter les risques. Donc elle doit avoir un plan de pharmacovigilance et un plan de gestion des risques plus tard pour être capable d'éviter des catastrophes. Parce que précédemment, on donnait des AMM et par exemple au niveau de stade 4, on trouvait une nouvelle maladie rare, un nouveau effet secondaire rare et malheureusement, on n'avait pas un bon plan, on ne l'enlevait pas du marché, ce qui induisait des catastrophes au niveau de la population. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de qualité, efficacité et sécurité. Donc les trois. Vous vous rappelez, le stage d'immersion, qualité, efficacité, sécurité. Donc, les critères de qualité, efficacité et sécurité, il est donné par un comité d'experts, la LNSM-CM. C'est un critère d'évaluation pour voir est-ce que le médicament, pour le juger, est-ce qu'il a une bonne qualité, est-ce qu'il a une bonne efficacité, est-ce qu'il a une sécurité raisonnable. Donc, les critères d'évaluation, ce sont les essais comparatifs. Vous vous rappelez de la biostatistique? La biostatistique, est-ce que les résultats sont... شنو كان داك لو تيرم اللي كنا كنستعملو لي ريزولطا سون سمح لي نبوزي واحد شويه تلقى لو تيرم دونك اون biostatistique on avait des essais comparatifs pour voir est-ce que l'apport de ce médicament les résultats sont significatifs. Vous vous rappelez de ça?
lorsqu'on comparait les essais cliniques, on comparait donc les données. Vous vous rappelez de ça? Non, moi. Il existe des méthodes qui nous permettent, par exemple, donc la loi de Fischer et autres, pour comparer les essais cliniques au sein de شنو كنسميهاتهم ماشي population ديك لا بارتي صغيره ديال population échantillon. deux échantillons lorsqu'on voulait هذوك اللي كان فيه comparer زيرو. دوك اللي كنبغيو comparer les résultats au sein de deux échantillons. Alors c'est ce qu'on fait ici, on compare les résultats obtenus. Donc on compare l'échantillon 1 qui avait pris le médicament par exemple et l'échantillon 2 qui avait pris le placebo. Et on remarque est-ce que les résultats sont significatifs. Et c'est comme ça on commence à évaluer le bénéfice par rapport au risque et justification pharmaco-économique. Dans le cas des génériques. Si le générique, il a bien sûr, générique, vous vous rappelez, c'était un biosimilaire, mais qui devait être un prix plus bas. Et la réévaluation, elle se produit toutes les 5 ans. Toutes les 5 ans, on faisait encore une fois un essai comparatif pour voir est-ce que ce médicament est encore efficace par rapport aux médicaments préexistants. C'est bon? وهنا فين كاين دوك les essais كما قلنا soit les essais cliniques en double aveugle etc. Donc définition d'un libellé, autorisation mise sur marché. Donc l'autorisation de mise sur marché, c'est pour une indication thérapeutique bien spécifique avec une modalité d'administration bien définie, le nombre de doses, le rythme d'administration, la durée de traitement, avec les précautions d'emploi et les contre-indications. Donc l'autorisation de la mise sur le marché, elle englobe tout ce qui concerne le médicament, afin qu'il soit bien, on connaisse très bien comment l'utiliser et sur quoi faire attention. Donc l'autorisation de mise sur le marché, comme pour une indication bien précise, etc. Les annexes, soit les résumés des caractéristiques des produits, on peut le trouver aussi à l'AMM. Donc l'autorisation de mise sur le marché, par exemple, on donnait le droit à Doliprane pour devenir sur le marché lorsqu'il aurait été prescrit pour les migraines, par exemple. C'est un exemple mais c'est l'AMM par exemple. Le médicament, on est capable de le prescrire pour cette pathologie. C'est ça l'AMM, pour une indication thérapeutique bien définie. Et bien sûr, les modalités d'administration, on les connaît déjà, les précautions et les contre-indications. Donc, pour obtenir l'AMM, il donne les caractéristiques du médicament qu'on doit suivre. On n'a pas, par exemple, un médicament qui nous donne une dose une fois par jour, on ne peut pas le donner 3 fois par jour juste comme ça. L'AMM, il indique une fois par jour. C'est bon? Ensuite, nous avons des annexes. Ça peut être des informations complémentaires, comme le résumé des caractéristiques du produit. On parle de RCP. La notice d'utilisation destinée aux patients. Ce sont des annexes. Et l'étiquetage. Ce sont des notions qu'on peut trouver avec l'AMM. Ensuite, pour évaluer le médicament, notice d'utilisation. عمرك حليتي دوليبران لقيتي ديك الورقه اللي عامر بالكتابه هذيك هي notice d'utilisation. Comment la posologie, comment l'utiliser. هو l'étiquetage. L'étiquetage. étiquetage ماش شنو هو l'étiquetage وقيلا بالضبط. هو داك سميتو داك الكرتونه وقيلا اللي المهم ensuite afin d'être capable d'évaluer le prix et le remboursement de médicaments, on va se baser sur son efficacité. Les aspects pris en considération, on les classifie en besoins non couverts, ça veut dire les caractéristiques de la maladie, de la gravité, on ne le couvre pas vraiment. Par exemple, les critères, les facteurs de gravité, si le médicament il traite la gravité, ça ne veut pas dire grand chose, parce qu'on veut un médicament qui traite directement la maladie, pas les facteurs de gravité d'Iola. Les besoins, il n'est pas couvert s'il y a un autre traitement disponible et que votre médicament n'est pas supérieur. Et le niveau d'efficacité. Ensuite, nous avons d'autres modalités dont on se base qui ont une efficacité moyenne, relative. Évolution comparative. Mais les évolutions comparatives avec les moyens thérapeutiques disponibles, mais qui ne se basent pas sur les essais de supériorité. Par exemple, les essais de non-infériorité. Ce sont des degrés moindres. Donc, là, on a l'efficacité relative. Et des données, des essais par rapport à la population.
Et finalement, ce qui évalue l'efficacité réelle, c'est la population cible. Est-ce que vous êtes capable de diminuer par exemple l'incidence, la prévalence de la maladie et l'impact du médicament sur la santé? Comme on a dit, est-ce que vous diminuez la mortalité, la prévalence et ces facteurs de données médicales en santé publique? S'ils diminuent, ça veut dire que votre médicament est efficace. Donc, الدولة غتبغي تكوفري هذا الميديكامون. تعوضوا 70% باش بنادم يولي كيشريه بسهولة. Parce que ça revient à diminuer les pertes d'hospitalisation et autres. Parce que imaginez avec moi, si vous avez un médicament que vous prenez et qui évite que vous tombez dans un état de choc, que vous évitez l'ambulance pour vous emmener à l'hôpital, hospitalisation, sérum, tout ça, donc on évite de grosses dépenses. Donc c'est pour cela, si le médicament a un bon impact sur le système de soins, on le considère très efficace d'un point de vue économique. Donc le remboursement, il sera élevé dans ce cas. Donc les niveaux de... Oui. علاش تما قالوا انت فاش قال لك هذاك في الاول ديك أها. ملي قال لك غادي تقدر المرضي قال لك اوتر تريتمون ديسپونيبل S'il y a un autre traitement disponible, ça veut dire que vous n'ajoutez rien pour la santé, le domaine de la santé. Vous n'ajoutez pas beaucoup. هادشي علاش اذا انت دوليبران كاين وتخيل une industrie صاوبات une molécule واحده اخرى اللي عندها le même action que دوليبران. Est-ce que tu penses que le médicament ديالهم غيكون كوفر 70% بحال ان ميديكامون جديد اللي كيتريتي باثولوجي اللي كانت كدير غافاج؟ لا فهمتي؟ هادشي علاش s'il y a un autre traitement qui est déjà disponible, on ne va pas vraiment couvrir votre nouveau médicament d'un point de vue mutuel. On se base surtout. Non. هنا ماشي خصنا نديروها خصها تكون Voilà, le besoin il est non couvert. Le nouveau médicament, on ne va pas lui donner 70% de remboursement. En fonction de votre médicament, le nouveau médicament, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la médecine? On lui donne un remboursement à des taux bien définis. Par exemple, si le SMR il est insuffisant, donc pas d'inscription sur reste remboursable. On va rembourser 0%. Et en fonction du niveau, on va lui donner des pourcentages. Si nous avons par exemple un médicament qui a une efficacité relative, on va lui donner par exemple 35%. Modéré, un niveau SMR modéré. Si le niveau SMR il est élevé au niveau du Maroc par exemple, on lui donne 65%. Faible 15%. Et pour évaluer son niveau de SMR, comme on a dit, on va se baser sur ces critères. Les critères qui nous donnent l'efficacité du médicament. Quel est son apport, par exemple, par rapport à la médecine économique? Est-ce que vous évitez les pertes au niveau du le domaine médical? Si le médicament ajoute beaucoup, donc on va rembourser beaucoup pour le promouvoir. Si votre médicament est inutile, mais si inutile complètement, s'il ne rapporte rien d'un point de vue santé publique, on ne veut pas le promouvoir par un remboursement. حيت محمد الجديد نعم حيت ما كيديرش لك الجديد فوالا حيت الرemboursement علاش كاين باش بنادم باش le médicament il devienne plus accessible et lorsqu'il est plus accessible l'effet dielo il va être amplifié. Donc nous on veut amplifier les médicaments utiles qui ont aidé la santé publique. Alors que les médicaments qui n'ont pas beaucoup aidé, on ne lui donne pas un taux de remboursement élevé. حيت كيف ما قلت لك هنايا راه وي ريمبورسمون هي يخرج بحال ريمبورسمون تعويض تعويض في الميتويل لامو شريتي ميديكامون في الفارماسي كاينين دي ميديكامون اللي قابل للتعويض بحال ديك اللي سميتو ديال الوجه وداك الشيء ديال الجميع اللي كاين الاغلبيه ديال لي مالادي كرونيك لو ميديكامون سون رومبورسابل مي à un taux 30% ولا 40% je ne sais pas بصراحه. دونك مي كاينين دي ميديكامون دونك حيت دوك الميديكامون كيعاونوا بزاف لا سونتي لا ميديسين ايكونوميك. حيت تخيل معايا اذا مشيتي شريتي الميديكامون دونك انتي ديابيتيك باغ اكزومبل on a évité la crise diabétique et donc هذاك l'individu il ne va pas mourir par exemple حيت la crise hypoglycémique il peut être mortel sur le champ. Donc voilà la crise hypoglycémique ou la hyperglycémie elle est mortelle, elle peut être mortelle. Donc l'individu il ne meurt pas
il ne part pas à l'hôpital parce qu'il prend son médicament, donc il va aller travailler. Donc il va causer un rendement pour le pays. Donc c'est un gain. هذاك le médicament c'est un gain. تخيل معايا كون ما خداش الميديكامون. هذاك خونا يقدر تجيه une crise, il se fracture, غير يمشي للسبيطار شهرين وشوف شحال ديال لي بيرت وقعوا للدولة. فهمتي علاش الميديكامون اون فالي دوني ان رومبورسمون باش نسهلوه لاكسيسيبيليتي حيت عاون الدولة عاونوا la médecine économique. C'est bon? Donc on se base sur le profil SMR pour lui donner un niveau de remboursement. Voilà. Donc les critères pour la fixation du prix. Donc on va se baser sur l'ASMR. Est-ce qu'il a amélioré le service médical rendu? L'amélioration clinique, on les base à des stades majeurs. Ça veut dire que c'est un médicament très important. On le stade 1, important stade 2, modéré stade 3, mineur stade 4, ou pas d'amélioration clinique stade 5. Donc quels critères? Donc là, les conséquences. Même les stades 1 à 4, qui n'est une possibilité d'un prix supérieur par rapport au comparateur. On connaît très bien que lors de nos essais cliniques, l'essai le plus favorable, c'est les essais de supériorité. Ça veut dire que notre médicament qu'on a trouvé est meilleur que ce qui existe déjà. Et si on trouve que ce qui existe déjà est meilleur, donc le Daoula, elle permet les sociétés pharmaceutiques de faire sortir un médicament qui est plus cher que ce qui existe déjà. C'est un critère pour la fixation. Mais si votre médicament, il fait partie de l'ASMR stade 5, il ne peut pas être plus cher. Il doit être inférieur à celui des comparateurs. C'est le cas des génériques. Les génériques cherchent à avoir un profil ASMR 5 et un prix plus bas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une procédure particulière de dépôt de prix pour les plus innovants. Pour les nouveaux médicaments, c'est pour ça qu'il y a des médicaments qui sont très chers. 300 dirhams. Mais 300 dirhams. 9 millions. 5000 dirhams pour un médicament qui évite la maladie par excellence. Parce qu'il a un profil ASMR 1 par exemple. L'apport d'yellow, il est exceptionnel. Donc la médecine, elle permet un prix comme ça. Mais s'il a un profil ASMR 5, ça veut dire que ce médicament, il ne peut pas être plus cher que ce qui existe déjà. Donc c'est un critère qui nous permet de classifier le prix du médicament. Comment on va le poser في l'arsenal de la pharmacie. مي ياسين اسمح لي بحال دابا هنايا في الاس ام ار 5 زيد. هذا لو ميديكامون اللي لو كو ديالو كيولي انفيريور للكومباراتور اللي هو الجينيريك. واش شنو زعما واش كيكون لاكوز ديال زعما واش هو اني بلو افيكاس ولا زعما ولا عنده دي زيفي توكسيك بزاف؟ ماشي ça peut être tout soit عنده la pharmacocinétique elle est égale. donc هنا احنا نهضروا دابا عندنا un comparateur. Toujours les essais cliniques sont des comparations comparatives. On veut comparer deux résultats. Si votre médicament il est beaucoup mieux, il est ASMR 1. S'il est légèrement mieux, mais légèrement, il est assez mieux, 2. Il est un peu mieux, 3. Il est légèrement meilleur, stade 4. Si il est égal, c'est le stade 5. S'il est inférieur, on le rejette. C'est comme ça. S'il est le stade 5, le prix il ne peut pas être supérieur. Mais le moment où on trouve stade 4 et au fouq, donc on peut permettre des prix supérieurs. Et le prix il augmente en fonction du stade. Parce que votre médicament il est beaucoup meilleur, il est beaucoup mieux. C'est normal. Si votre médicament il est beaucoup mieux que le Doliprane, il ne peut pas avoir le même prix que le Doliprane. Il va avoir... Et donc vous comprenez cela. Elle a plus d'impact sur le malade. Voilà. Donc c'est pour cela on peut... Et en plus de ça, la société pharmaceutique qui a trouvé ce médicament, on doit la récompenser. Et c'est une innovation qui révolutionne la médecine. Entre parenthèses. Donc c'est pour cela on doit le mukafa'a. Voilà. Ensuite, après l'AMM, comme on l'a dit, on doit trouver des usines. Mohamed? Donc des usines qui vont fabriquer le médicament et le surveiller. On parle de pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie. Donc après la mise sur le marché, on va étudier le marché.
Est-ce que ce médicament, on l'achète? Est-ce qu'il n'est pas acheté? L'estimation de la part du marché, le volume médicalement justifiable par l'épidémiologie, justifiable par le produit, lancement du produit, plan de gestion de risque, marketing et PMS. PMS, صبر نقلب عليها صراحة هذه الكلمة معلومة سمعتها. Pharmacologie. PMS. Pharmacoscience. Projection micronisée, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais au moins c'est un facteur qu'on prend en compte après l'autorisation de mise sur le marché. Donc on étudie le médicament par rapport à la population. Ahmed. PMS هي post marketing surveillance. Ah, donc on surveille le médicament. Quels sont le rendement après la mise sur le marché. Est-ce que les individus ils l'achètent, l'effet sur la population, est-ce que ça diminue par exemple l'incidence d'une maladie telle X qu'il cible, etc. Et ensuite, bien sûr. شو ياسين راه كاين واحد البولي سميتو بولي شيماء اها فيه دوك لي نوت اللي كتقول الاستاذه حطو حداك الا بغيتي حدا مع هاد لو دوزيام كور سي با نيسير مي ابارتي دو troisième 1 خاصنا لي نوت دونك صيفطوا لي باش راه مني نكملوا لي كور جايين حتى هو يكون حدايا راه صيفطو في شي داك الدرايف اللي صيفط في جروب راه فيه كلشي صافي داك الدرايف اللي صيفط دونك من بعد نولي كنستعملو حتى هو دونك لي زيتاب دو في كيما قلنا on a commencé par la recherche et le développement c'est Mohamed voilà ensuite donc voilà les étapes comme on a dit on a commencé par la recherche et le développement l'enregistrement l'AMM maintenant l'exploitation et les réévaluations. Donc par exemple un médicament après une vingtaine d'années on va avoir de nouveaux médicaments. Donc cette fois on va encore comparer ce médicament, est-ce qu'il est encore utile? Et dans ce cas par exemple s'il n'est plus utile, le médicament on va l'enlever du marché. Donc le post-AMM, le renouvellement quinquennal des autorisations d'émise sur le marché. Donc pour garder l'autorisation, le médicament il doit toujours être efficace. Donc pour cela on a besoin de la réévaluation, la pharmacovigilance, la PMS, les études pharmaco-économiques, épidémiologiques et les améliorations du produit, si elles sont possibles. Donc le médicament, même après le stade, l'autorisation de mise sur le marché, il subit encore des études afin d'être capable de l'augmenter son efficacité et d'étudier est-ce qu'il est encore efficace. Et finalement, si l'efficacité d'un médicament elle diminue, par exemple une maladie qui a disparu complètement, par exemple la plupart des maladies parasitaires, les infections parasitaires, elles ont disparu. Ça veut dire que le médicament antiparasitaire, il perd en efficacité. Bien sûr, il est utile, mais ما بقاش بنادم مريض بالبارازيت. Donc علاش تخلي داك الميديكامون في المارشي؟ هذا غير exemple. C'est pour cela un ensemble de médicaments ils disparaissent après une certaine durée parce qu'ils sont devenus inutiles. بحال les antibactériens, les antibiotiques. Les antibiotiques les fins la bactérie qu'ils ciblaient acquiert une résistance. Donc avec l'antibiotique il est devenu inutile. Donc après cela ماشي ضروري فاش قلتي سميت ان تكون المرض ما بقاش عارف بحال مثلا هاد الميديكامون ما بقاش افيكاس عليه حيت فوالا دونك كاين لي فاكتور بليزيور حتى lorsque la maladie est déclarée disparue حتى هي ça constitue un facteur ديال diminution de l'efficacité du médicament حيت ça y est la maladie a été déclarée vaincue, on a vaincu la maladie. Voilà, disparition soit l'obsolescence, voilà, l'obsolescence scientifique, ça veut dire que le médicament il est devenu obsolète, soit il y a mieux, soit il est devenu inutile. L'autre raison, soit économique, ça veut dire qu'il y a des génériques qui sont devenus même mieux, donc encore une fois. Et la dernière chose, c'est la pharmacovigilance. Ça veut dire que ce médicament, il a montré un nouvel effet secondaire qu'on ne connaissait pas préalablement. Donc, de les raisons de la disparition des médicaments, on le retire du marché. Le moment où il... obsolète, هي شي حاجة بحال هادشي. أنا نقول لك واحد الورقة، أنا واحد المثال. الفاكس عاقل شنو الفاكس؟ لا الدليل على انك ما عقلتش على الفاكس ça veut dire que c'est devenu obsolète. الفاكس هو كانت واحد لا ماشين اللي كانوا كيقيدوا اللي كانوا كيصيفطوا بها
الرسائل الفاكس MSN. دوك لي تيلي بوتيك عقل على التيلي بوتيك فاش كنا صغار كانوا ديسبيرسي هادوك تما ولاو اوبسوليت حيدوهم. ان اوتر اكزامبل شنو اخر ما عنديش ان اوتر اكزامبل اللي كيجيني في بالي مي فوالا سي سون كيك شوز كي ابري ليفولوسيون ديال لا ريشيرش سcientifique on a trouvé mieux. Donc ce qu'on avait trouvé il y a 40 ans on ne l'utilise plus parce que ça est devenu obsolète, dépassé. قدمتي شرفتي صافي سالا. هذا هو المعنى ديال اوبسوليت. كريمي بحال ويندوز اكس بي. واش باقي شي واحد كيستعمل ويندوز اكس بي؟ نعم لا حتى التكفير القدام. Donc voilà, dit obsolète. Donc le cadre réglementaire d'un développement d'un nouveau médicament, vous vous rappelez qu'il y a les points communs, l'ICH, l'International Committee of Harmonization, de l'harmonisation, qu'on trouve partout, qui nous donne le cadre réglementaire d'un médicament. Donc c'est ce qui nous donne les principes d'éthique, la bienveillance, l'égalité, la justice, etc. Les principaux acteurs, notamment le FDA, l'US, c'est le FDA, c'est lui qui approuve les nouveaux médicaments, l'EMA au niveau de l'Europe, le ministère de Santé au niveau du Japon, et au Maroc, قربوها لينا نسيت صراحة السمية. Donc la conférence internationale d'harmonisation, l'ICH, organisée en Europe en 1989, puis étendue dans le monde entier. C'est une commission et la Fédération européenne qui a déclaré l'encadrement réglementaire, l'encadrement réglementaire de toute recherche et développement scientifique d'un nouveau médicament. Donc le ministère de la Santé, le ministère du Travail au Japon, l'association des fabricants pharmaceutiques, le FDA au niveau de l'US par exemple, et les fabricants et fédérations de recherche pharmaceutique, etc. Donc cette ICH, quels étaient ses objectifs? C'était de pallier aux divergences des textes réglementaires. Parce qu'avant l'ICH, chaque pays avait ses propres lois pharmaceutiques. Donc cet ICH, il essayait de trouver des guidelines, des règles internationales et atteindre des consensus. واحد الميدل جراوند واحد المتفق حضر متفق ما بين الدول كاملين sur les BPL, sur les BPC, sur les BPF, etc. Et développer des standards communs applicables à la recherche clinique sur le monde entier. Donc la conférence internationale d'harmonisation, elle cherchait à unifier le cadre réglementaire de développement et la recherche sur le monde entier. Vous vous rappelez les principes, la qualité, sécurité, efficacité, par cœur. Donc QSE de l'ICH avec la multithématique, multidisciplinaire topic. Ça veut dire qu'on ne se basait pas seulement sur le biologiste. On se basait sur tous les individus acteurs. Si vous vous rappelez, tout le monde il faisait partie de la recherche et développement médical. Donc tout le monde avait une responsabilité et faisait partie de la recherche. Ensuite, le cadre éthique. Vous vous rappelez le critère de bienveillance, la justice et l'égalité, la bienveillance, justice et vous vous rappelez de ne pas exploiter les personnes vulnérables. Donc, très bien. Obtenir le consentement libre et éclairé. Donc, l'évolution d'un nouveau traitement est un devoir. Il n'est pas conforme à l'éthique d'administrer un traitement dont on ne sait pas, alors que l'on pourrait savoir s'il est meilleur des traitements disponibles, voire même s'il est efficace et s'il n'est pas nocif. Donc, avant d'utiliser un médicament, c'est pour ça qu'on essaie sur les animaux. Sur les animaux pour trouver la dose maximale tolérée, la dose maximale toxique, la dose létale. Bon, létale, on ne le cherche pas sur l'être humain parce qu'on ne va pas tuer un être humain. C'est pour cela, si on n'a pas d'essai thérapeutique, elle ne fait pas partie de l'éthique. L'éthique de la recherche et développement. On doit respecter ces étapes pour assurer un développement adéquat, sans nuire aux individus. Parce qu'avant tout, c'est une responsabilité, donc c'est pour cela qu'il y a des cadres avant tout légaux. Si vous ne respectez pas ces lois, vous pouvez perdre votre licence, vous pouvez faire face à des punitions judiciaires, etc. Voici d'autres exemples. Dispositions du législateur, pour le PPR par exemple, ne doivent courir aucun risque sérieux, assurer la sécurité des sujets. Et les lois qui régissent la recherche et le développement. Le système d'indemnisation. Par exemple, si l'individu dont vous pouvez un test et il a un effet secondaire indésirable, vous devez
تعوضوه, le rembourser pour les dégâts causés. Parce que c'est vous qui avez causé ces dégâts. Ainsi que locaux agréés et investigateurs compétents qui vont être sûrs d'être objectifs et éviter la professionnalisation. Fixe le montant maximal annuel. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour être honnête. عرفتي شنو بحال دابا شي واحد سميتو كيدير هاد زعما كيكون فولونتير ديال هاد الشيء هذا ما يرداش خدمه مهم. Ainsi qu'un fichier national. Un autre exemple de directive européenne, modification de la loi de Hurriyet, modification. Évaluer un rapport bénéfice-risque. Et les risques imprévisibles doivent être minimes. Donc les risques qu'on connaît déjà, ils doivent avoir une chance vraiment très très basse, la plus basse possible. Et on doit déjà avoir une idée sur les risques possibles. Parce qu'on ne va pas tester un médicament comme on l'a mentionné ici, dont on ne connaît pas l'effet. On doit déjà avoir une idée sur le profil ADME complet. La pharmacocinétique, la pharmacodynamique, la toxicité aiguë, subaiguë, chronique. Vous vous rappelez de ça à partir des examens et des essais précliniques. Voilà. ما تخافش هاد لي ديتاي surtout هادشي كامل راه ما غتسولش عليه. هي كتسول le principe général. Est-ce que tu as compris هاد la notion qu'il existe un cadre éthique qu'on doit suivre. Surtout bien sûr qu'il y a des notions plus importantes. وملي غنشوفوا هنايا بحال la déclaration de Helsinki اللي كيعطي le principe de l'éthique de base, la protection des personnes notamment par le principe de bienfaisance. Nous en tant que médecins, on ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi. On va faire quelque chose dont on peut défendre l'idée que c'était pour le bien de l'individu, ainsi que le respect de la dignité et la justice, l'égalité. هادشي اللي مهم. مي هاد لي ديتاي جو بونس ما مهم. اذا بغيتي تقراها اقرا. فوالا. ياسين وي. اندومينيزاسيون اندemnisation هما التعويضات في حاله ما وقع لك مشكل lors ديال لي essais cliniques. اوكي. Voilà. Donc ensuite la déclaration d'Helsinki, vous vous rappelez, qui nous donnait les règles principaux de l'éthique, notamment la bienfaisance. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il est à visée thérapeutique. C'est pour le bien de l'individu. Ce n'est pas pour nuire. C'est la première loi avant d'être médecin ou bien avant d'être dans le domaine médical. Ne pas nuire aux patients, ne pas nuire à l'individu. Principe de dignité. Ça veut dire bien sûr respecter l'individu lors des essais cliniques. On ne va pas s'amuser à les traiter n'importe comment. Donc lui donner un environnement adéquat, une bonne nutrition, etc. Et la justice. Et voilà, et la justice. On va pas, comme on a dit, il interdit l'exploitation des personnes vulnérables, comme les prisonniers, comme les femmes, les enfants, etc. C'est bon? Interdit. Ça interdit l'exploitation des personnes vulnérables. La justice, il y a la justice. Voilà. Donc la vie d'un médicament, comme vous avez vu, on commence par plusieurs étapes bien régulées. Parce qu'un médicament, au final, ça va être utilisé par les humains. Donc il faut qu'il soit le maximum régulé possible pour éviter les effets néfastes et être le maximum efficacité. Donc c'est pour cela on a vu qu'on commence par une recherche, développement, avant d'autorisation sur le mise sur le marché, ensuite une pharmacovigilance. C'est bon? Donc voilà, ensuite nous allons voir dans les prochains cours, chaque étape, quelles sont les lois qui les régissent. Les essais cliniques, qu'est-ce qui se passe, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, vigilance, les interactions, etc. Donc cours par cours, nous allons voir les étapes de la vie d'un médicament. Chaque étape, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses propriétés, quelles sont les valeurs qu'on cherche, etc. pour évaluer un médicament. Voilà, le cours est terminé.